Avez-vous déjà rêvé de vivre au Moyen Âge? Des chevaliers en armure étincelante, des châteaux majestueux, peut-être une époque plus simple? Eh bien, mettez de côté ces notions romantiques tout de suite, car nous sommes sur le point de vous arracher le tapis de bienvenue médiévale de sous les pieds. Nous avons déniché 33 réalités quotidiennes de cette époque, si absolument bizarre, si hilaramment peu hygiénique et si profondément étrange que vous embrasserez vos toilettes intérieures et votre routeur Wi-Fi avec une gratitude nouvelle. Préparez-vous pour une virée historique dans le véritablement absurde. 1. Premier sur notre liste de « Vous ne pourriez pas inventer ça ». Une histoire qui est un véritable chef-d'œuvre de folie médiévale. Imaginez ceci. Erfurt, Allemagne, l'année 1184. Le roi Henri VI convoque une grande réunion, un Hoftag, essentiellement une convention VIP médiévale. Tous les nobles importants, évêques et grands personnages sont là, entassés au dernier étage d'un bâtiment du monastère de Saint-Pierre. Ils discutent probablement de choses médiévales très sérieuses, comme quel chapeau pointu est le plus pointu ou où conquérir ensuite. Soudain, crassé. Tout le plancher en bois, surchargé de tout cet égo noble et de ses armures, s'effondre. Et où tombe-t-il? Directement dans la fosse d'aisance du monastère. Le puisard. Les toilettes médiévales géantes. Nous parlons de dizaines des plus grands personnages d'Allemagne, se noyant dans de véritables excréments humains. Les rapports indiquent qu'environ 60 personnalités éminentes ont connu une fin incroyablement indigne, suffoquant dans des siècles d'accumulation. Eh bien, vous voyez l'image. Le roi lui-même n'a survécu que parce qu'il était assis dans une alcôve au sol de pierre. Pouvez-vous imaginer l'odeur? Le chaos? L'embarras pur et simple pour ceux qui ont failli se noyer? Parlez-moi d'une façon merdique de passer à la postérité. Littéralement. 2. Donc, vous êtes en Europe médiévale, et vous vous dites « peut-être que d'avoir notre 15e enfant n'est pas la meilleure idée en ce moment, avec la peste et tout ça. » Quelles sont vos options de contraception? Eh bien, oubliez la science, car elle était surtout occupée à déterminer combien d'anges pouvaient danser sur la tête d'une épingle. Au lieu de cela, vous vous tourneriez vers des remèdes populaires vraiment bizarres. Que diriez-vous de porter une amulette faite d'un crapaud séché? Oui, un crapaud, autour du cou. Ou peut-être auriez-vous envie d'insérer un paisser fait de... Attendez un peu... Bouse de crocodile. Oui, de véritables excréments de crocodile placés stratégiquement. D'autres choix populaires incluaient des testicules de belette, parce que, évidemment, ou de boire des concoctions faites à partir d'écorce de saule qui, d'accord, a une certaine base scientifique pour l'aspirine, mais il ne faisait pas exactement des essais cliniques. Le désespoir pur et simple, et soyons honnêtes, la nature écœurante de ces méthodes montre à quel point leur compréhension du corps humain était radicalement différente. Soirée romantique, chérie? Laisse-moi juste prendre mon crapaud et ma bouse. 3. Avant Netflix, avant HBO, avant même le câble de base, que faisaient les gens pour des divertissements palpitants? Eh bien, si vous étiez en Europe médiévale, vous preniez les enfants, prépariez un pique-nique et vous dirigiez vers la place du village pour une exécution publique? Sérieusement, ce n'étaient pas des affaires solennelles et cachées. C'étaient d'énormes spectacles publics, les blockbusters de leur époque. Les gens parcouraient des kilomètres, les vendeurs vendaient de la nourriture et des boissons, et un bon endroit avec une vue dégagée sur le Billot ou la Potence était très recherché. C'était en partie un événement social, en partie une leçon morale, supposément, et entièrement un divertissement macabre. Imaginez le battage médiatique. Ce vendredi, ne manquez pas Thomas le traître se faisant écarteler. Amusement pour toute la famille. C'est un peu comme Netflix and Kill, sauf qu'il y a de vrais meurtres et des collations bien pires. Et vous pensiez que votre télé-réalité était intense? 4. Vous trouvez que votre système juridique est bizarre? Tenez ma bière. À l'époque médiévale, il n'y avait pas que les humains qui pouvaient y se retrouver devant les tribunaux. Oh non, les animaux aussi avaient leur jour devant un juge. Nous parlons de véritables procès formels pour les créatures grandes et petites. Les cochons étaient pour des accusés notoirement courants, souvent accusés de meurtre d'enfants. Et oui, ils pouvaient être déclarés coupables et condamnés à mort par pendaison ou par le feu.
parfois même habillés de vêtements humains pour l'occasion. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Les rats, les charançons, les sauterelles, même les mouches et les chenilles étaient jugés pour avoir endommagé les cultures ou pour être des nuisances générales. Ils obtenaient soit des avocats commis d'office, des témoins étaient appelés, et s'ils étaient reconnus coupables, ils pouvaient être excommuniés par l'Église ou contraints de quitter la ville. Imaginez un avocat plaidant sérieusement. Mon client, monsieur le cafard Réginald, ne cherchait qu'à se sustenter. C'est absolument fou, mais cela montre un monde où les frontières entre l'humain et l'animal, le péché et le crime, étaient fascinamment floues. 5. Parlons de l'ultime outil multifonction médiéval, l'élixir doré de... Enfin, ce n'était pas exactement un élixir, mais c'était définitivement doré. Je parle d'urine. Oui, du pipi. Le bon vieux numéro 1. Dans un monde sans chimie avancée, l'urine vieillie était étonnamment utile, principalement grâce à sa teneur en ammoniac. Besoin que votre linge soit d'un blanc éclatant? Oubliez l'eau de javel, trempez-les dans de l'urine éventée. C'était une aide courante pour la lessive. Vous avez des peaux d'animaux résistantes que vous devez assouplir pour en faire du cuir? L'urine était utilisée par les tanneurs. Certains affirmaient même que c'était un fantastique antiseptique pour les plaies, bien que je préférerais probablement tenter ma chance avec un peu de terre, merci. Il existe même des récits de son utilisation comme bain de bouche pour des dents plus blanches, bien que cela puisse être plus romain, le principe de l'ammoniac comme nettoyant était compris. Alors la prochaine fois que vous vous plaindrez des corvées, soyez simplement content de ne pas avoir à collecter les contributions de la famille pour le jour de la lessive. La solution écologique originale, je suppose? 6. Ah, le majestueux château médiéval. Chevalier, dragon, belle demoiselle. Et des toilettes qui donneraient une crise cardiaque à un inspecteur sanitaire moderne. Entrez dans la garde-robe. Ça sonne chic, n'est-ce pas? Comme un dressing pour vos robes. Et parfois, c'était près de l'endroit où les vêtements étaient rangés, car les vapeurs d'ammoniac du dépôt en dessous étaient censées éloigner les mites. Intelligent. Mais la garde-robe elle-même était essentiellement un siège en pierre ou en bois avec un trou, faisant saillie depuis le mur du château. Et où allait tout ça? Tout droit vers le bas. Plouf! Dans les douves si vous aviez de la chance, ou simplement sur le sol en dessous si vous n'en aviez pas. Imaginez un soldat assiégeant essayant d'escalader les murs et une bombe malheureuse tombant d'en haut. Parlez-moi de guerre biologique. Intimité? Minimale? Papier toilette? Une poignée de foin, de mousse? Ou si vous étiez vraiment chic, un chiffon. Le cauchemar ensuite, en effet. Vraiment le summum de la commodité médiévale. 7. Alors, vous vivez au Moyen-Âge. Vous venez de terminer une dure journée de... Enfin, tout ce que les dures journées impliquaient à l'époque et qui n'impliquait pas de faire défiler les réseaux sociaux. Vous vous sentez probablement un peu crasseux. Le moment de prendre une bonne douche chaude? Ha! Bonne blague. Le bain, tel que nous le connaissons, était un luxe rare, et parfois même considéré avec suspicion. Pour beaucoup, un lavage complet du corps pouvait n'avoir lieu que quelques fois par AN. Au mieux. Les bains publics existaient, certes, mais ils avaient souvent la réputation d'être, dirons-nous, des lieux de débauche, et certains médecins croyaient même que l'eau chaude ouvrait les pores aux maladies, le tristement célèbre miasme ou mauvais air. Donc, les gens se contentèrent surtout d'une rapide éclaboussure d'eau sur les mains et le visage. L'arôme général d'une ville médiévale ou d'une pièce bondée? Disons simplement qu'il aurait été robuste. Pensez-y, votre bain annuel de Noël était un événement majeur. Soudain, cette légère odeur de moisi dans votre sac de sport ne semble plus si mauvaise, n'est-ce pas? 8. Suite à la baignade peu fréquente, comment les gens du Moyen-Âge faisaient-ils face à la puanteur omniprésente des corps non lavés, de l'assainissement douteux et de la médiévalité générale? Avaient-ils un déodorant Axe super puissant? Pas tout à fait. Leur solution était beaucoup plus florale, littéralement. Les gens portèrent sur eux des bouquets, de petits bouquets de fleurs et d'herbes parfumées, ou des pomandeurs, qui étaient de petites boules de substances aromatiques comme l'ambre gris, le musc ou les épices, souvent dans des étuis métalliques ornés. L'idée n'était pas d'éliminer les mauvaises odeurs, une tâche impossible en fait,
mais de créer une petite bulle personnelle d'air légèrement moins offensant autour de son nez. Imaginez une dame noble reniflant délicatement son bouquet en traversant un marché bondé, ou un gentilhomme tenant son pommandeur en l'air dans une salle étouffante. C'est une image charmante, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il le faisait pour éviter de s'étouffer avec l'odeur de tout le monde, y compris la leur. Bénisse soit leur petit cœur parfumé pour avoir essayé. 9. Bien, parlons des sourires au Moyen-Âge. Ou plutôt, l'absence souvent terrifiante de ceux-ci, car les soins dentaires étaient, pour le moins, médiévaux. Si vous aviez mal aux dents, vos options étaient sombres. Vous pouviez essayer de vous rincer la bouche avec du vin, ce qui, au moins faisait que la douleur semblait un peu plus lointaine pendant un moment. Ou vous pouviez prier. Beaucoup. Sainte Apollonie était la sainte de référence pour les problèmes dentaires et les gens la suppliaient de les soulager. Si l'intervention divine et l'alcool échouaient, votre prochaine étape était souvent le barbier chirurgien local. Vous vous souvenez de ces types, les spécialistes des coupes de cheveux et des amputations? Ils étaient aussi vos dentistes. Leur outil principal? Une paire de pinces terrifiantes et un bras puissant. Anesthésie? C'était pour les mauviettes, ou plus précisément largement inexistantes. Ils arrachaient simplement cette maudite dent, et vous espériez qu'ils aient la bonne, et que vous ne mouriez pas de l'infection subséquente. Soudain, un traitement de canal sonne comme une journée au spa, n'est-ce pas? 10. Imaginez-vous attablé à un copieux festin médiéval. Viande rôtie juteuse, chope de bière débordante, et... pas d'assiette? Du moins, pas telles que nous les connaissons. À la place, vous receviez souvent un tranchoir. Qu'est-ce qu'un tranchoir, demandez-vous? C'était essentiellement une tranche épaisse et plate de pain rassis, généralement vieux de quelques jours pour qu'il soit bien dur. Vous empiliez votre nourriture sur cette assiette comestible et le pain absorbait tous les délicieux jus et la graisse. Délicieux. Puis, une fois le plat principal dévoré, vous aviez un choix. Si vous aviez encore faim, vous pouviez manger votre tranchoir. Parlez-moi d'une absence de gaspillage. Si vous étiez une âme généreuse, ou peut-être simplement rassasiée, vous pouviez donner votre assiette de pain imbibée de sauce aux pauvres, ou la jeter aux chiens qui attendaient avidement sous la table. C'est un système brillant, vraiment. Pas de vaisselle, juste plus à manger, ou des chiens très heureux. Cependant, je m'interroge sur l'intégrité structurelle d'un tranchoir vraiment détrempé. 11. L'eau au Moyen-Âge, c'était un peu comme jouer à la roulette russe avec votre système digestif. Les rivières étaient souvent des égouts à ciel ouvert. Les puits pouvaient être contaminés et une gorgée provenant de la mauvaise source pouvait signifier une semaine à regretter chaque choix de vie que vous aviez fait, ou pire. Alors, que buvaient les gens sensés du Moyen-Âge à la place? De l'alcool. Et en grande quantité. La bière et le vin étaient les boissons de choix pour à peu près tout le monde, y compris les enfants. Oui, le petit Timmy savourait probablement une bière légère avec son petit déjeuner. Il ne s'agissait pas de s'enivrer, même si cela arrivait certainement, il s'agissait de sécurité. Le processus de fermentation tuait une grande partie des bactéries nocives qui rendaient l'eau si dangereuse. Ainsi, de l'eau partout, pas une goutte à boire, était une réalité quotidienne littérale, à moins que vous ne la préfériez fermentée et légèrement enivrante, à la survie. 12. Les épices au Moyen-Âge valèrent de l'or. Poivre, clous de girofle, noix de muscade, ces choses étaient incroyablement chères, expédiées sur de vastes distances et un véritable symbole de statut social. Si votre hôte saupoudrait une épice exotique sur votre plat, vous saviez qu'il roulait sur l'or? Mais au-delà de l'étalage de richesse, ces précieuses poudres avaient un autre but, un peu moins glamour, masquer le goût d'aliments qui étaient, disons, passés de date. La réfrigération n'existait pas vraiment, et la viande en particulier avait tendance à devenir un peu bizarre, un peu forte, un peu « oh là là, est-ce que ça doit sentir comme ça ?» Une bonne dose d'épices fortes pouvait aider à couvrir ces saveurs indésirables, rendant un morceau de mouton douteux soudainement presque acceptable. Alors la prochaine fois que vous savourez un plat très épicé, arrêtez-vous un instant et demandez-vous si vos ancêtres étaient des génies culinaires ou simplement très doués pour masquer le goût d'une intoxication alimentaire imminente. 13. Le vendredi arrive.
Et si vous êtes un chrétien médiéval dévot, cela signifie pas de viande. Seulement du poisson. Mais que faire si vous êtes à des kilomètres de la mer, ou si vous avez juste très envie de quelque chose d'un peu plus substantiel qu'une triste truite? Entrez le castor. Oui, le castor industrieux, bâtisseur de barrages. Maintenant, vous pourriez penser, un castor est un mammifère à fourrure, clairement pas un poisson. Ah, mais vous ne pensez pas avec la logique ecclésiastique médiévale. Parce que le castor a une queue plate et écailleuse et passe beaucoup de temps dans l'eau, des érudits ecclésiastiques très intelligents et vraisemblablement désireux de manger du castor, ont déclaré que sa queue, et parfois même son arrière-train, comptaient comme du poisson. Problème résolu. Vous pouviez joyeusement grignoter une queue de castor juteuse tout en respectant la loi diététique religieuse. C'est une échappatoire hilarante et pratique, prouvant que là où il y a une volonté et une congrégation affamée, il y a un moyen de reclasser un animal entier. 14. Imaginez votre salon de coiffure local. Jolies chaises, miroirs propres, peut-être quelques magazines. Maintenant, imaginez ce même barbier, après vous avoir fait une coupe nette et un rasage, vous demandant avec désinvolture si vous aimeriez qu'il s'occupe de ce calcul vésical embêtant, ou peut-être qu'il vous saigne un peu pour guérir votre fièvre. Bienvenue dans le monde du barbier chirurgien. Ces individus aux multiples talents ne se contentèrent pas de couper des cheveux. Ils réalisaient des opérations chirurgicales mineures, arrachaient des dents, réparèrent des os et, bien sûr, la très populaire saignée. Ils étaient les bêtes de somme de la médecine médiévale, surtout pour le commun des mortels qui ne pouvaient pas se permettre un médecin formé à l'université. Le poteau de barbier rayé rouge et blanc, on dit qu'il représente le sang et les bandages. Ainsi, vous pouviez obtenir une coupe courte derrière et sur les côtés, et potentiellement une infection potentiellement mortelle, le tout dans un seul endroit pratique et probablement assez bavard. Quel service? 15. Vous avez mal à la tête? Vous vous sentez un peu morose? Vous avez contracté la peste? Bubonique ou autre? Ne craignez rien car le monde médical médiéval avait une solution universelle pour pratiquement tout ce qui vous affligeait, la saignée. La théorie, basée sur l'idée ancienne des 4 humeurs, était que la plupart des maladies étaient causées par un excès de sang. Alors, naturellement, la solution était de s'en débarrasser. Les barbiers chirurgiens ou les médecins sortaient un scalpel ou employaient des sangsues affamés et le sang sortait. Combien? Eh bien, cela dépendait, parfois un peu, parfois beaucoup. Ça marchait? Presque certainement pas pour la plupart des affections. Et cela rendait probablement beaucoup de gens plus faibles et plus susceptibles de, vous savez, mourir réellement. Mais bon, c'était quelque chose à faire. Et cela semblait très médical et important. Tu ne te sens pas très bien, mon ami? Saignons juste 1 ou 2 litres. Tu seras frais comme un gardon. Ou mort. L'un des deux. 16. Si vous pensiez que votre tante excentrique avec ses cristaux et ses huiles essentielles était farfelue, vous n'avez pas rencontré le charlatan médiéval. Ces personnages parcourèrent le pays, promettant des cures miraculeuses pour tout, de la calvitie à la possession démoniaque, souvent avec des ingrédients qui feraient pleurer un pharmacien moderne. Que diriez-vous d'un peu de poudre de momie? Oui, de vraies momies égyptiennes moulues pour vos maux. Ou peut-être de la corne de licorne, qui était généralement une défense de narval, pour conjurer le poison. Excréments d'animaux, pierres précieuses en poudre, concoctions herbales bizarres brassées sous une pleine lune en chantant à l'envers, rien n'était trop étrange si cela vendait une cure. Beaucoup de ces médecins étaient des hommes de spectacle charismatiques, plus intéressés par votre bourse que par votre constitution. Et les traitements? Souvent inefficaces, parfois dangereux, et presque toujours hilarants de dégoût. Cela vous fait apprécier une simple aspirine, n'est-ce pas? 17. Vous pensez que vos dîners ont des moments gênants? Essayez d'assister à un festin médiéval où les manières à table feraient rougir une hyène. Cracher par terre? Parfaitement acceptable dans de nombreux cercles, tant que vous ne visiez pas quelqu'un d'important. Rôter bruyamment après un repas satisfaisant? C'était souvent considéré comme un compliment au chef. Essuyez vos mains grasses sur la nappe ou même sur vos propres vêtements si un chien n'était pas apporté pour les lécher, bien sûr, pourquoi pas. Et en parlant de chiens,
Ils étaient souvent des invités bienvenus sous la table, prêts à attraper tous les os ou restes que vous leur lanciez généreusement. Partagez une coupe commune avec plusieurs autres personnes, dont certaines pourraient avoir une hygiène dentaire douteuse ou une toux persistante. Pratique courante. C'était une foire aux fonctions corporelles et aux germes partagés. Soudain, ce cousin qui trempe 2 fois ses chips ne semble plus si mal. 18. Nous avons parlé des garde-robes, ces charmantes toilettes de château. Mais qui avait le travail vraiment glamour de nettoyer toutes ces latrines, fausses d'aisance et puis d'excréments, surtout dans les villes? Voici le gong farmer ou nightman, vidangeur de nuit. C'était, sans aucun doute, l'un des pires, des plus odorants et des plus dégoûtants métiers du monde médiéval. Ces âmes courageuses, ou peut-être simplement désespérées, travaillaient la nuit, d'où nightman, pour vider les déchets humains accumulés. Ils les pelletaient dans des charrettes et les transportaient, généralement pour les jeter en dehors des murs de la ville ou les vendre comme engrais. La paie était parfois décente car, qui d'autre voulait le faire? Mais la stigmatisation sociale et l'agression olfactive pure et simple devaient être accablantes. Imaginez leur profil Tinder. Vidangeur, aime les longues nuits, l'air frais, quand j'en trouve, et ne pas parler de travail. Une profession vraiment noble, si ce n'est absolument répugnante. 19. Alors, vous avez été accusé d'un crime au Moyen-Âge. Vous jurez être innocent, mais il n'y a pas de vidéosurveillance, pas de preuve ADN, juste votre parole contre la leur. Comment prouver votre innocence? Par une épreuve ordalique, bien sûr. Il s'agissait essentiellement de demander à Dieu d'accomplir un petit miracle pour montrer que vous disiez la vérité. Les ordalies courantes incluaient le transport d'une barre de fer rougie au feu sur une distance déterminée. Votre main était bandée, et si, après quelques jours, elle cicatrisait bien sans s'infecter, alors hurrah! Dieu vous avait déclaré innocent. Si c'était un désordre dégoûtant et rempli de pus, vous étiez coupable et probablement sur le point de perdre votre main de toute façon. Une autre préférée était l'épreuve par l'eau, être jeté dans une rivière les mains liées. Si vous couliez, vous étiez innocent, mais peut-être noyé, ce qui était un inconvénient. Si vous flottiez, l'eau, étant pure, vous avez rejeté, ce qui signifiait que vous étiez coupable. C'est une situation gagnant-gagnant pour absolument personne d'impliqué, sauf peut-être les spectateurs. 20. La mode, c'est la souffrance, mon cher, et nulle part cela n'était plus vrai qu'avec les chaussures médiévales, en particulier les Krakow ou Poulen. C'était Moano des chaussures au bout ridiculement long et pointu. Nous ne parlons pas d'1 ou 2 centimètres supplémentaires. Nous parlons de pointes qui pouvaient s'étendre de 15 cm, de 30 cm, ou même, pour le noble vraiment à la pointe de la mode, jusqu'à 60 cm au-delà des orteils réels. Imaginez essayer de marcher, sans parler de naviguer dans les rues médiévales bondées ou, Dieu nous en préserve, des escaliers avec ces choses. C'était si peu pratique que parfois les pointes devaient être rembourrées de mousse ou de fanons de baleine pour garder leur forme, ou même enchaînées aux genoux du porteur pour l'empêcher de trébucher sur sa propre splendeur. L'Église les condamnait comme des serfs du diable et des symboles de vanité. Naturellement, cela ne fit que les rendre plus populaires auprès de la jeunesse rebelle. Imaginez simplement un père médiéval. Tu ne sortiras pas avec des chaussures aussi pointues, jeune homme. 21. Si les hommes se pavanaient avec leurs chaussures pointues, les nobles dames, elles, touchèrent le ciel avec leurs coiffes, en particulier le hennin. C'était un chapeau haut, conique ou en forme de clocher, souvent drapé d'un voile flottant. Imaginez une princesse de conte de fées, mais avec de sérieux défis aérodynamiques. Certains hennins pouvaient atteindre 1 pied, 2 pieds, voire 3 pieds de haut. C'était un symbole de statut majeur. Plus votre chapeau était haut, plus votre rang était élevé, vraisemblablement. Mais imaginez les difficultés pratiques. Traverser un portail médiéval standard? Bonne chance! Vous deviez soit perfectionner une très profonde inclinaison comme une révérence, incliner votre tête à un angle précaire, ou simplement accepter que votre chapeau fantaisie allait en prendre un coup. Les chevaliers avaient probablement plus de facilité à ajouter qu'une dame en henning à naviguer dans une salle de bal bondée. Porte, 1, hennings, 0, généralement.
22. Ah, le mariage médiéval. Une belle union de deux âmes réunies par la terre, l'argent et des alliances stratégiques. Romantisme? Amour? C'était de jolis bonus si cela arrivait, mais ce n'étaient certainement pas les moteurs principaux pour la plupart des familles nobles ou riches. Les mariages étaient souvent arrangés quand les époux étaient encore enfants, parfois même nourrissons, pour assurer des biens, consolider le pouvoir ou forger des traités de paix. Le jeune couple pouvait même ne pas se rencontrer avant le jour de leur mariage. C'était moins « veux-tu m'épouser ?» et plus « nos avocats ont rédigé le contrat de mariage, signé ici ». Pour les roturiers, il y avait peut-être un peu plus de choix personnel, mais la stabilité économique et la pérennité de la ferme familiale ou du commerce restaient primordiales. Alors, si vous vous stressez à propos de vos matchs sur les applications de rencontres, soyez juste heureux de ne pas être échangé contre quelques cochons primés et un acre de terre. 23. Dans notre monde moderne, l'espace personnel est sacré. Nous avons nos propres chambres, nos propres lits. Au Moyen Âge, pas vraiment. Pour de nombreuses familles, surtout les paysans, tout le monde s'entassait dans un seul lit ou sur une plateforme de couchage commune pour conserver la chaleur. On parle des parents, des enfants, peut-être un membre de la famille en visite, et très probablement quelques animaux de ferme amicaux, comme des poulets ou même un porcelet s'il faisait particulièrement froid. Imaginez les ronflements, les coups de pied, les puces. Ah, les puces! L'intimité était un concept étranger. Si vous étiez invité dans un château ou une auberge, vous pouviez vous retrouver à partager un lit avec de parfaits inconnus. C'était très douillet, d'une manière serrée comme des sardines dans une boîte pleine de bétail et de parasites. Cela donne l'impression que le matelas grumeleux, chez vos beaux-parents, est un complexe 5 étoiles, n'est-ce pas? 24. Doux foyer, au Moyen Âge, signifiait souvent foyer enfumé, sombre et légèrement humide. La plupart des habitations paysannes étaient de simples huttes d'une ou deux pièces, souvent avec des toits de chaume, des murs en torchis et des sols en terre battue. Les fenêtres étaient petites, généralement de simples ouvertures non vitrées avec des volets en bois pour se protéger des intempéries et vraisemblablement des écureuils curieux. Chauffage central? C'était le foyer ouvert au milieu de la pièce. Avec la fumée, on l'espérait, trouvant son chemin par un trou dans le toit ou un pignon mal scellé. Plus souvent, elle remplissait simplement la pièce, laissant tout et tout le monde couvert d'une fine couche de suie et sentant perpétuellement le feu de bois. L'air frais était quelque chose que l'on expérimentait à l'extérieur. À l'intérieur, c'était un mélange odorant de fumée, de corps non lavés, d'odeurs de cuisine et peut-être une pointe de bétail à proximité. Ah, le charme rustique. 25. Oubliez le mode incognito. Dans un village ou une ville médiévale, tout le monde savait tout de vous. Vos affaires étaient leurs affaires. Le manque d'intimité était stupéfiant selon les normes modernes. Les maisons étaient entassées les unes contre les autres, les murs étaient minces, et les gens vivaient une grande partie de leur vie à l'extérieur ou dans des espaces communs. Qui vous courtisiez, ce que vous aviez mangé pour le dîner, votre dernière dispute avec votre conjoint, cette éruption cutanée embarrassante que vous aviez développée? Il y a de fortes chances que vos voisins aient été entièrement informés. Les ragots étaient une forme majeure de divertissement et d'échange d'informations. Si vous faisiez quelque chose de scandaleux, tout le village le saurait avant même que vous ayez fini de le faire. C'est comme vivre dans une émission de télé-réalité pour laquelle vous n'avez jamais signé. Et tout le monde a une place au premier rang et des opinions très tranchées. Aucun secret n'était sûr dans le monde douillet et claustrophobe de la communauté médiévale. 26. Avant la théorie des germes, avant les rayons X, avant que WebMD ne fasse de chacun un hypocondriaque, la compréhension médicale était dominée par la théorie des 4 humeurs. Cette idée grecque antique, qui persista tout au long du Moyen Âge, proposait que le corps humain contenait 4 fluides essentiels: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Votre santé et votre personnalité étaient déterminées par l'équilibre de ces humeurs. Trop de sang? Vous étiez sanguin, joyeux et optimiste. Trop de flegme? Flegmatique, calme, peut-être un peu lent,
un excès de bile jaune vous rendait colérique, ardent et de mauvaise humeur. Et trop de bile noire? Cela vous rendait mélancolique, triste et pensif. La maladie était considérée comme un déséquilibre de ces humeurs, et les traitements, comme la saignée ou la prescription de certains aliments, visaient à restaurer cet équilibre. C'est un système merveilleusement simpliste qui n'avait absolument aucun sens scientifique. Mais bon, il a duré plus de 1000 ans. 27. Pensez-vous que le football ou le soccer moderne est un sport difficile? Vous n'avez rien vu de tel que le football médiéval. Ce n'était pas un jeu de jambes élégants et de passes stratégiques, c'était souvent une bagarre chaotique et violente impliquant des villages entiers. Le ballon pouvait être une vessie de porc gonflée, ou parfois même quelque chose de plus. Macabre. Des règles? Quelles règles? L'objectif était généralement d'amener le ballon à un point de repère spécifique, souvent à des kilomètres de distance, par tous les moyens nécessaires. Cela impliquait une mêlée massive de gens qui se donnaient des coups de pied, des coups de poing, s'arrachaient à les yeux et se piétinaient. Les os cassés ont été courants, les blessures graves fréquentes, et les décès n'étaient pas rares. C'était moins un sport, et plus une émeute organisée avec un objet vaguement sphérique. Les rois essayaient parfois de l'interdire, car cela détournait de la pratique du tir à l'arc, le passe-temps plus utile militairement. Mais les gens aimaient leur chaos brutal, village contre village. 28. Dans la hiérarchie rigide de la cour médiévale, dire la vérité au pouvoir était un moyen sûr de perdre la tête. Sauf, bien sûr, si vous étiez le bouffon de la cour. Ces fous, souvent vêtus de costumes bigarrés avec des clochettes sur leur chapeau, avaient une licence unique pour se moquer, satiriser et critiquer tout le monde, y compris le roi lui-même. Ils utilisaient l'esprit, les énigmes et un comportement scandaleux pour souligner des vérités inconfortables ou les absurdités de la vie de cour, le tout sous le couvert du divertissement. Un bon bouffon était intelligent, vif d'esprit et possédait une compréhension approfondie de la nature humaine. C'étaient les humoristes de stand-up et les satiristes politiques originaux, marchant sur une ligne fine entre l'amusement et l'offense. C'était un travail risqué. Une blague qui tombait à plat auprès d'un monarque sensible pouvait toujours avoir de sérieuses conséquences. Mais pour ceux qui le maîtrisaient, ils étaient les seuls à pouvoir vraiment se moquer du roi et survivre pour raconter l'histoire. 29. Nous vivons dans un monde de science et de faits vérifiables, la plupart du temps. Mais au Moyen-Âge, la frontière entre le réel et le fantastique était beaucoup plus floue. Pour le paysan moyen, et même de nombreux nobles, les dragons n'étaient pas seulement des créatures mythiques. Ils étaient une menace potentielle, quoique rare. Les griffons, ces majestueux hybrides aigle-lion, totalement plausibles. Des monstres marins tapis dans les océans inexplorés? Absolument. Ces créatures peuplèrent leurs cartes, leurs histoires et leurs peurs. Les bestiaires, ou livres de bêtes, décrivaient ces animaux fantastiques aux côtés d'animaux réels comme les lions et les éléphants, souvent avec peu de distinction entre le fait et la fable. Ce n'était pas qu'ils étaient stupides. C'était un monde avec de vastes régions inexplorées où des récits étranges revenaient de terres lointaines et où le surnaturel était une partie acceptée de l'existence quotidienne. Alors, si vous entendiez un bruit étrange à l'extérieur de votre village la nuit, vous pouviez sincèrement vous demander si c'était un loup ou, vous savez, un griffon à la recherche d'un en-cas. 30. Vous avez un problème? Au Moyen-Âge, il y avait un saint pour ça. Sérieusement. Pour presque chaque mal, profession ou situation malheureuse imaginable, il y avait un saint patron spécifique que vous pouviez solliciter. Vous avez perdu vos clés? Priez saint Antoine de Padoue. Vous avez mal à la gorge? Saint Blaise était votre homme. Inquiet des coups de foudre? Sainte Barbe vous protégeait. Il y avait des saints pour les brasseurs, des saints pour les voyageurs, des saints pour les personnes ayant des maux de dents. Bonjour encore, Sainte Apolline, et même des saints pour protéger contre les rats et les souris. C'était un système de soutien céleste très spécialisé. Cette dévotion aux saints apportait réconfort et un sentiment de contrôle dans un monde plein d'incertitudes et de dangers. De plus, cela vous donnait quelqu'un de précis à blâmer si les choses ne fonctionnaient entre pas. Saint Antoine, je prie depuis une semaine. Où sont mes maudites clés? 31.
Pensez-vous que la police de la mode est une invention moderne? Détrompez-vous. La société médiévale avait des lois somptuaires, qui étaient fondamentalement des règles sur ce que vous pouviez et ne pouviez pas porter en fonction de votre classe sociale et de vos revenus. Ces lois dictaient les types de tissus, les couleurs, les fourrures, et même la quantité d'ornementation autorisée pour les différents rangs. Un paysan portant du velours luxueux ou arborant trop de broderies fantaisie? Scandaleux. C'était réservé à la noblesse. L'idée était de maintenir l'ordre social et d'empêcher les roturiers de paraître au-dessus de leurs conditions. Les sanctions pour avoir enfreint ces lois de la mode pouvaient aller des amendes à la confiscation des vêtements incriminés, ou même à la honte publique. Ainsi, si vous étiez un marchand médiéval qui s'était soudainement enrichi, vous ne pouviez pas simplement aller acheter la tenue la plus tape à l'œil. Vous deviez vous habiller selon votre place, légalement définie dans le monde. Parlons d'un frein pour votre virée shopping. Désolé, monsieur, cette garniture en hermine est réservée aux barons. Enlevez votre tunique. 32. Les livres de lois médiévaux étaient des trésors d'une bizarrerie authentique et d'une spécificité merveilleuse. Bien sûr, il y avait des lois contre le meurtre et le vol, mais ensuite venaient pour les vrais joyaux. Par exemple, dans certaines régions d'Angleterre, il était soi-disant illégal de chanter une laide chanson de Noël pendant les fêtes. Un crime contre la joie festive, apparemment. Il y avait des lois régulant la longueur d'une dague qu'un homme pouvait porter, des lois dictant quand et où l'on pouvait jouer au dé ou au tennis, souvent interdits aux classes inférieures, de peur que cela ne les détourne du travail ou du tir à l'arc. Dans certaines villes, il était obligatoire pour les hommes de pratiquer le tir à l'arc le dimanche. Imaginez être amendé pour ne pas être assez bon à deck the halls, ou pour avoir manqué votre entraînement du week-end à l'arc et aux flèches. Cela montre simplement que les législateurs médiévaux avaient beaucoup de temps libre et des idées très précises sur le fonctionnement de la société. 33. Pas de smartphone, pas d'internet, pas de 500 chaînes câblées. Comment diable les gens du Moyen-Âge tuaient-ils le temps et se divertissaient-ils? Eh bien, pour la noblesse, il y avait la chasse, la fauconnerie et les tournois. Pour tout le monde, les choses devenaient un peu plus rustiques. Les festivals villageois étaient immenses, impliquant souvent d'abondantes quantités d'alles, des festins, de la danse et des jeux qui pouvaient devenir assez rudes. Imaginez moins des sports organisés, plus des bagarres chaotiques. Les divertissements basés sur les animaux étaient aussi tragiquement populaires. Les combats d'ours, où un ours enchaîné était attaqué par des chiens, ou les combats de coqs, étaient des spectacles courants. Les gens pariaient aux dés, jouaient à des jeux de société comme les échecs et le backgammon, ou leurs équivalents médiévaux, écoutaient des ménestrels itinérants et, bien sûr, s'adonnaient au passe-temps séculaire du commérage. C'était un monde où l'on créait son propre divertissement, souvent avec une bonne dose d'alcool et une joyeuse indifférence au bien-être animal ou à la sécurité personnelle. Ainsi, le Moyen-Âge. Moins de glamour de contes de fées, plus de « tiens mon âle » et regarde ce désastre absolu se dérouler. Après cette parade d'horreurs historiques et de corvées quotidiennes véritablement hallucinantes, voici la question à $1 million. Quelle est la seule et unique norme médiévale que nous avons déterrée aujourd'hui qui ne vous fait pas seulement grincer des dents, mais vous fait courir à toute vitesse vers le XXIe siècle, profondément reconnaissant pour le Wi-Fi, les antibiotiques et l'assainissement de base? Je veux votre choix le plus viscéral, du genre « Je préférerais lutter contre un blaireau porteur de la peste » dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée dans une glorieuse folie historique a fait frissonner votre cerveau ou barbouiller votre estomac, pulvérisez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de vérités incroyables qu'ils ont opportunément oublié de vous enseigner.